Cette émission vous est présentée par African Fusion, au cœur de la cuisine africaine, leader du fast and good africain, avec ses nombreux restaurants près de chez vous. Suivez African Fusion sur les réseaux sociaux. Allez déguster au plus vite dans un des restaurants African Fusion. Les funérailles des tabous, la renaissance par l'excellence. En fait, on ne peut pas comparer le Congo à n'importe quel pays. Il faut comprendre que, vous savez, le Congo, c'est comme une belle femme. À un moment donné, quand vous avez une belle femme, vous avez beaucoup de monde qui vont la convoiter. Parce qu'elle est belle. Donc maintenant, c'est à vous de protéger cette femme. De faire en sorte que les convoitises ne portent pas atteinte à ce qu'elle est. Et malheureusement, nos chefs d'État respectifs au niveau du Congo ne sont pas en capacité intellectuelle, militaire, politique, de protéger les frontières du Congo. Otep, shalom, salam, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez au moins aussi bien que l'harmonie des couleurs sur le corps d'un sapeur ou qu'un déhanché de combattants au concert de Fally Ipupa. Bienvenue dans votre émission Les Funérailles des Tabous, émission qui, comme vous le savez, s'est donnée pour mission de répondre semaine après semaine à l'injonction posée par Frantz Fanon, à savoir participer à la communauté et à la renaissance de la communauté afro, mais par l'excellence. Autrement dit, très loin de la passivité, de l'émotivité passive et destructrice. On ne vous remerciera jamais assez pour vos marques de gratitude qui se manifestent par des likes, par des partages, par des commentaires constructifs, ainsi que par des abonnements. Les Funérailles des Tabous, c'est votre émission, c'est notre émission. La route est encore longue, donc c'est notre carburant. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder une thématique et que j'aurai l'honneur de présenter en compagnie de l'homme que l'on ne présente plus, mais que je prends toujours plaisir à présenter, notre Cicéron avec des rastas, l'homme au verbe tranchant et à la punchline tonitruante, Maître Tamboula Mbeko, le frère. Merci Herman pour cette présentation exagérée de ma modeste personne. Et j'espère que nous allons tous participer à un débat de haut vol. Je n'en doute pas. En tout cas, la thématique l'exige. De quelle thématique s'agit-il ? Asseyez-vous bien. Si je vous dis génocide, vous allez penser à la Shoah, ou à l'Arménie, ou même à la Namibie, voire même, pour certains, à la Palestine. Mais qui parmi vous pensera au Congo ? N'y a-t-il pas un silence qui entoure ce génocide ? Un silence ô combien paradoxal quand on voit le bilan de morts. On parle de 10 millions de morts, plus que tous les autres génocides. D'où vient ce silence face à cette injustice à cœur ouvert au quotidien qui se manifeste ? Face à ce constat, on ne peut que penser à cette phrase de Blaise Pascal. L'injustice sans la force est impuissante. Au point où, et c'est le point d'interrogation que l'on va poser sur cette table, comment et pourquoi le Congo est-il aujourd'hui devenu l'empire de l'impuissance ? Dieu merci, pour aborder ce sujet central, nous avons la chance de recevoir des cerveaux bien faits qui vont nous transmettre leur vision, leur éclairage et les perspectives de solutions. Monsieur Sidibé, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup pour votre invitation et c'est un plaisir de participer à ce débat. Plaisir partagé. Le rabbin Kitoko, qui nous fait encore l'honneur de sa présence. Bonjour Herman, merci beaucoup à tous et bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Essayons de réveiller ce géant qui dort depuis trop longtemps, on va dire. Et enfin, notre cher analyste, M. Lancy. Oui, bonjour et merci pour l'invitation. J'ai été curieux d'assister aux funérailles des Tabous. J'espère que je ne mourrai pas idiot. Pour le moment, on va vous garder vivant et efficace aujourd'hui. Au-delà de mon rire, rentrant dans le vif du sujet, cette thématique, on va la séparer en deux, comme le veut ma question, le comment et le pourquoi.
On va d'abord s'attarder sur le fruit pourri, le comment, la réalité, et puis on va essayer ensuite de remonter aux racines du pommier. Concernant le comment, l'état des lieux, quelqu'un peut-il prendre le soin, on va s'adresser peut-être au politologue, de nous rappeler les faits actuels. Le Congo, c'est quoi? Le drame congolais aujourd'hui? Oui, le Congo, c'est un conflit qui dure depuis très longtemps. Et figurez-vous, la première grande mission de l'ONU, des missions de paix, c'était au Congo, en 1960, avec 20 000 soldats. Et la mission s'appelait ONUC. Et depuis, l'ONU n'a pas quitté le Congo, parce que après les conflits, il y a toujours un bureau d'observation, même s'il y a la paix, qui collecte les informations et essaie de voir les facteurs chrysogènes. Voilà, une résurgence du conflit. Et ensuite, par la suite, il y a eu d'autres conflits, notamment l'assassinat de Lumumba. Il y a eu aussi la guerre avec Kabila, la conquête du pouvoir, et aussi ce qu'on appelle la deuxième guerre du Congo, avec les mouvements rebelles Ouganda, Rwanda, etc. C'était très compliqué jusqu'à présent, avec le M23 aussi, qui résiste. M23 qui est, pour ceux qui ne connaissent pas? C'est le mouvement du 23 mars. Il est dénommé à partir des accords du 23 mars 2009, parce que, pour ne pas être long... Entre quel parti et quel parti? Entre le gouvernement et les rebelles. Si vous voulez, le M23 est issu du CNDP, Congrès national pour la défense du peuple, de Laurent Nkunda. Et Laurent Nkunda aussi est issu du RCD Ngoma, aussi un autre mouvement rebelle. Et il avait été brassé, c'est-à-dire intégré à l'armée congolaise. Et il a décidé de prendre l'autre chemin pour défendre, soi-disant, le peuple Tutsi qui est victime des FDLR. FDLR, ce sont les anciens génocidaires. Donc du coup, depuis, il avait été capturé par une action conjointe entre l'armée congolaise et l'armée rwandaise. Et puis il est emprisonné aujourd'hui au Rwanda. Mais depuis, le mouvement qu'il avait créé continue, mais sous d'autres formes, à travers le mouvement M23, malgré des négociations et autres. Voilà. Donc, je peux entrer dans les détails plus tard, mais globalement, c'est ça en fait. Très et bien. le conflit continue, voilà. Est-ce que vous voulez rajouter des éléments de description, Le d'appréciation? résumé est parfait. Tout à l'heure, vous avez dit subrepticement, en évoquant tous les génocides à travers le monde, vous avez néanmoins oublié que le premier d'ailleurs génocide concernait le Congo belge, sous l'époque de Léopold II, avec des millions, à peu près 10 millions de morts aussi, par rapport à cette époque. Et après, on a eu les héros par la suite. On revient encore aujourd'hui sur le Congo. Et l'annonce est lancée en parlant de Laurent Nkunda, qui justifiait son combat sur la défense, par rapport à la défense du peuple Tutsi. Et là, nous reviendrons sur ce que les génocides et on développera un peu plus tard. Mais les bases sont posées pour qu'on puisse avoir un débat intéressant et essayer de bien clarifier ce qui se passe actuellement en République démocratique du Congo et dans la région du Grand Lac. Très bien, merci. Déjà, l'introduction était parfaite par notre expert politique, M. Sidibé. Je rajouterais peut-être qu'il faut rajouter aussi, il faut apporter un élément complémentaire qui est que, contrairement à l'idée reçue, Mandela n'est pas le prisonnier politique à passer plus de temps dans les geôles africaines. C'est Simon Kimbangu, qui est un leader spirituel, politique aussi, congolais, qui a résisté à l'invasion belge. Donc je pense que dans le comment, il y a un mélange d'expertise politique et de compréhension historique et spirituelle qu'il va falloir apporter pour un débat compréhensible et construit pour nos auditeurs. Très bien. Alors là, on a planté le décor et le nom qui revient, c'est Laurent Nkunda. Et à mon sens, ce seul nom cristallise une problématique qui, en tout cas à mes yeux, n'a pas souvent été mise sur la table de documentaire en documentaire, d'interview en interview, à savoir la notion de nation. Qu'est-ce qu'une nation pour vous? Et le Congo est-il aujourd'hui une nation? Pour ma part, oui.
Je pense que c'est peut-être là où l'erreur a commencé. Concevoir le Congo comme une nation, c'est prendre le risque d'effacer les histoires tribales qu'il y a sur le territoire. Et il y a comme ça une attente, on va dire, de bons leaders qui décident de mettre une forme de présidence rotative. On a commencé par le Bas-Congo, qui était le président Kasavubu. Après, on a été vers Mobutu, qui était du nord, l'Équateur. Après, on a eu les swahilophones de l'Est, avec Kabila et Kabila. Et puis là, normalement, la chose voudrait qu'on ait un Bas-Congolais. Tout ça, c'est pour montrer qu'en fait, ce n'est pas une nation qu'on a là, avec un espace aussi grand, 2 millions de kilomètres carrés, plus de, on va dire, de 6 fois la France. Et on a majoritairement 5 groupes, on va dire, ethniques. On a affaire à un empire. Mais qu'est-ce qu'une nation, s'il vous plaît? Ça vous parle? C'est une notion qui... En fait, c'est un commun vouloir de vie commune. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs ethnies ou groupes ethniques qui cohabitent, mais qui manifestent la volonté de vivre ensemble. Moi, je vous donne l'exemple, mais ça, il faut favoriser cela. Parce que si on prend l'exemple du Sénégal, il y a plusieurs ethnies, hein, mais le président Senghor avait dit « je veux créer une nation ». Voilà. Et il a tout fait en mettant en avant la culture, en mettant en avant le brassage entre les ethnies, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, la force du Sénégal, c'est cela. Parce que finalement... D'être devenu une nation sous l'impulsion de Senghor. Oui, parce que cette notion d'ethnie est relative. Je ne dis pas que ça n'existe pas, les gens s'identifient à travers leur ethnie, mais c'est vraiment très, très relatif. Et le Congo est-il une nation? Le Congo, il me semble, il a dit, il y a plusieurs groupes ethniques. Et même, il y a dans les groupes, il y a des sous-groupes. On parle même de 250 ethnies. 450 ou 250? 250, 260. Okay. Voilà. En tout cas, c'est beaucoup. Et s'il n'y a pas une politique derrière pour favoriser tout cela, pour amener les ethnies à vivre ensemble, c'est un peu difficile. Sans compter aussi on peut les appeler des immigrés ou des réfugiés, parce qu'il y a des Rwandais qui ont traversé la frontière. Et on les appelle jusqu'à maintenant des Banyarwanda, des gens du Rwanda ou venus du Rwanda. Voilà. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas su s'intégrer. Et à un moment donné, il y avait un problème je pense que c'est en 1978, de nationalité. Ils n'avaient pas la nationalité congolaise alors qu'ils ont vécu là-bas pendant très 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 longtemps. Voilà. Donc ça aussi, ça rajoute une autre dimension au problème. Ouais, je pense que les éléments venus de l'extérieur ont souvent faussé les réalités locales. Vous connaissez les conditions dans lesquelles les pays africains ont été battus à partir de la conférence de Berlin. On n'a pas tenu compte, de 1885, on n'a pas tenu compte des royaumes et des empires existants. On a saucissonné les pays pour faire en sorte, diviser pour mieux régner, pour faire en sorte qu'il y ait mésentente. Mais ça aurait été mieux que les Africains profitent. Borges disait que les problèmes nous sont donnés pour les transformer en quelque chose de bien. On a hérité des entités qu'on veut imposer comme nation, mais moi je parlerais plutôt des pays. Et c'est à nous, à travers ces pays, de voir est-ce qu'on peut faire germer un État et dans quelles conditions, puisque nous avons nos sources, nos repères à nous. Est-ce que ça sera toujours par rapport à notre spiritualité, le rabbin vient de l'évoquer, ou par rapport aux éléments venus d'ailleurs? Pour moi, c'est un pays tel quel et qu'il faut respecter en tant que tel. Et on reviendra sur les Banyarwanda qui sont arrivés et quelle osmose pour qu'il puisse y avoir cohésion nationale pour que ces pays puissent enfin jouer sa partition par rapport vous parlez davantage de pays. Alors, exactement. Si je parle de nation, c'est parce que c'est une notion, comme vous le savez, fondamentale. On associe souvent nation à État, bien qu'il y ait des États qui n'est pas que une seule nation. La nation, selon, en tout cas si on en croit l'un des spécialistes en l'espèce, Anderson Benedict, une nation c'est un imaginaire collectif. Donc c'est un panthéon collectif, c'est un mythe fondateur, ce qui permet la construction d'une armée qui est habitée par cette idée de sacrifice au nom de la nation. Donc peut-être, est-ce que l'une des explications qui, on va dire, permettrait de comprendre une forme d'impuissance sur le terrain militaire
du Congo face au Rwanda, quand on voit normalement le décalage, c'est David contre Goliath, ne se situerait pas précisément dans l'absence de sentiment national? Je parlerai plutôt des patries, des patriotismes. C'est ce fait même de vouloir défendre, c'est pourquoi on est là. La nation, vous savez, jamais le séjour d'un bâton sous l'eau ne se transformera en crocodile. Ce ne sont que des notions, mais plus moi je vois un problème patriotique. Et c'est d'ailleurs ce qui fait qu'aujourd'hui, on a du mal à balkaniser la République démocratique du Congo, parce qu'il y a ce patriotisme qui est là. En gros, ma question c'est, est-ce qu'il existe 1, 2, 3, 5 héros auxquels tous les Congolais peuvent s'identifier et s'identifient fièrement? Non, mais il y a un héros national en la personne de Patrice Lumumba, mais qui a une statue et plusieurs statues au niveau du pays, et avec des boulevards qui portent son nom. Mais au-delà de la présence d'un héros, on a un problème qui est très simple au niveau du Congo, c'est qu'il y a toujours une ingérence étrangère. C'est-à-dire que vous avez toujours des pays occidentaux, vous avez toujours des pays frontaliers qui viennent faire leurs courses au niveau du Congo. Parce que le Congo est une bijouterie à ciel ouvert. Mais parce qu'ils profitent de la division interne. Oui, mais il faut comprendre pourquoi. C'est-à-dire que vous avez des gens qui ont intérêt à diviser ce pays parce que ce pays détient des richesses insolentes. En fait, on ne peut pas comparer le Congo à n'importe quel pays. Il faut comprendre que, vous savez, le Congo c'est comme une belle femme. À un moment donné, quand vous avez une belle femme, vous avez beaucoup de monde qui vont la convoiter. Parce qu'elle est belle. Donc maintenant, c'est à vous de protéger cette femme. De faire en sorte que les convoitises ne portent pas atteinte à ce qu'elle est. Et malheureusement, nos chefs d'État respectifs au niveau du Congo ne sont pas en capacité intellectuelle, militaire, politique, de protéger les frontières du Congo. Ça fait 30 ans, 35 ans qu'il y a un conflit à l'Est. L'ONU ne sert à rien. C'est-à-dire qu'il y a des scandales qui ont éclaté avec des soldats de l'ONU qui sont repartis avec de l'or. On a plusieurs scandales qui ont mis en avant le fait que même des soldats de l'ONU, des casques bleus, partaient avec des matières premières. Donc les gens sont censés garantir la paix et la sécurité. Ils repartent dans leur sac avec des métaux précieux. Pour vous dire. Donc, vous avez les chefs d'État qui ne font rien. Vous avez les soldats de la paix qui eux-mêmes se servent en nature. Comment voulez-vous qu'on progresse? Donc le problème du Congo, fondamentalement, il est de deux ordres. Il est extérieur, avec les puissances étrangères comme le Rwanda, qui viennent faire leurs courses. Le Rwanda est exportateur d'or. Il n'y a pas de mine d'or au Rwanda. Vous avez entendu? Oui. Le Rwanda exporte de l'or avec une raffinerie, mais il n'y a pas de mine d'or au Rwanda. Et du coltan également. Comment vous pouvez exporter de matière que vous n'avez pas dans votre propre sol? Quand tu as des complices en interne. Donc, pour vous dire que c'est une difficulté réelle de par le fonctionnement de ce pays. Ce pays fonctionne à l'envers. Et ça vient du chef d'État jusqu'aux soldats. Vous savez que, par exemple, au niveau de l'armée congolaise, vous avez des responsables de l'état-major qui étaient rwandais. Ok, Tutsi, oui. C'est comme si, en France, dans l'état-major, on a des Allemands. C'est parce que donc il n'y a pas de nation. Mais c'est ce que je vous dis. Mais le problème, il est double. C'est qu'il faut entendre que les Rwandais ont intérêt à déstabiliser le Congo, les Américains ont intérêt à déstabiliser le Congo, les Français aussi, parce que quand il y a cette déstabilisation qui est chronique, ça permet aux uns et aux autres de venir faire leurs courses, comme s'ils étaient au marché. Moi, je prends l'or, toi, tu prends le cuivre, ah, tu prends le cobalt, ah, tu prends le coltan, j'en ai besoin pour les téléphones portables. Et après, les Congolais, on s'en fout. Et rajouter à ça le fait qu'on mette le divertissement. C'est-à-dire qu'on met le niveau de divertissement très très élevé. La musique, il y a des choses qui moi me choquent. Quand vous allez au Congo, vous rentrez dans des bars, la bière, elle est moins chère que l'eau. Donc on anesthésie. Je mens pas. On vous allez dans des bars, vous demandez une bouteille d'eau, la bouteille d'eau coûte plus cher qu'un verre de bière. On anesthésie le peuple en plus de surfer sur l'absence de sentiment. C'est quelque chose qui est connu. Et vous avez aussi un autre problème, c'est que vous avez des églises à tous les coins de rue. Tous les 20 mètres, il y a une église. Donc on a tendance à dire aux uns et aux autres, allez danser, allez prier, on s'occupe du reste, nous. Et on prend en charge la responsabilité du sol et du sous-sol de votre pays. Continuez à danser et continuez à boire des coups. Mais pour revenir, et pour prolonger ton propos, au sentiment de sacrifice
Parce que peut-être que ce que nous, on voit à l'échelle humaine, eh bien, on ne perçoit pas que c'est l'échelle géopolitique, ce n'est pas la même échelle. Un mort, c'est une tragédie. 1000 morts, c'est une statistique à l'échelle géopolitique. À l'échelle géopolitique, une nation ne respecte une autre nation que dès lors qu'elle est en capacité de sacrifier un certain nombre de sa chair, d'une certaine façon, qui se caractérise par des soldats. D'accord ? Félix Tshisekedi, semble-t-il, il y a quelques mois, a pris conscience de la nécessité de générer dans le cœur des Congolais ce sentiment de sacrifice ultime. Il avait utilisé cette expression, d'ailleurs beaucoup avaient applaudi, voyant en lui enfin un sursaut d'orgueil. Donc c'est pour ça que je reviens à cette notion de souveraineté nationale que doivent incarner les militaires. Et apparemment, elle commence à voir le jour. Ça, c'est la première question sur laquelle tu voulais rebondir. En fait, je pense que cette dimension de nation ne peut pas exister au-delà du fait qu'ils sont anesthésiés, on va dire l'ensemble de la population, mais qu'il n'y a pas une vision commune. Lumumba, au-delà d'être un héros politique, n'est pas une image qui est au-dessus de la politique. Il n'est pas encore devenu une icône, on va dire, spirituelle. On a Simon Kimbangu, mais certains se sont appropriés pour en faire une religion. Donc le problème aujourd'hui, c'est que le Congolais de base ne sait pas qui il est, ne sait pas les raisons X ou Y, scientifiques ou pas, de cette insolence richesse qui en fait rend les autres jaloux. Il faut se rappeler que Sarkozy disait à l'époque, vous les Congolais quand même, vous avez suffisamment pour vous donnez-en un peu aux Rwandais. Oui, oui. Rendez-vous compte. En fait, moi, de ce que je sais de l'intérieur, parce que je vis dans ce monde politique aussi, c'est que les gens, le monde, la communauté internationale ne supporte pas l'insolente richesse qu'a le Congo. Et qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre, pas simplement de l'envie de la femme, c'est une obsession de on veut récupérer cette femme-là, on ne veut pas la lâcher. Même si je ne l'aurais pas, je veux son pied, je veux sa main. Pourquoi ? Parce que, en fait... Parce que pour reprendre la métaphore de la jolie femme, si moi je vois une femme qui par sa beauté, parce qu'elle incarne, suscite en moi du désir, de l'envie, mais que je vois que son mari la néglige, ne sait pas la traiter, en gros ne la mérite pas, forcément je vais vouloir lui retirer ce mérite et m'approprier cette femme. Quand on voit que les... Bon, vous voulez réagir ? Finissez votre raisonnement après. Quand on voit, par exemple, parce qu'on parle des richesses, mais à mon sens, on ne peut pas parler de richesse quand il s'agit de minerais. Ça devient une richesse une fois qu'on l'a extraite et qu'on l'a mise sur le marché. Or, qui a découvert, parce que l'argument, là je me fais entre guillemets l'avocat du diable, l'argument de l'élite occidentale consiste à dire, au Congo, il n'y a pas de richesse, c'est nous qui avons découvert ce qu'il y a sous le sol. Et c'est pour cette raison que nous sommes légitimes, puisqu'on l'a découvert. Que répondre à ça ? Mais déjà, ça, c'est un argument qui est raciste. Mais c'est un argument... Non, mais ça, c'est une considération morale, non, mais on va faire une analyse. Ouais. C'est-à-dire que les Occidentaux, quand ils débarquent au niveau du Congo et du Royaume Congo, ils sont stupéfaits de la beauté. Stupéfaits de la beauté des hommes et des femmes, leur manière de se vêtir, leur manière de se comporter, l'organisation de la vie sociale. Ils sont ébahis. Civilisés jusqu'à la moelle des os, comme disait l'autre. Voilà, ils sont ébahis. Bon. Comment tu peux dire que tu as découvert des richesses chez des personnes qui les utilisaient déjà, mais pas à un niveau industriel? Le coltan ? Qui les utilisent. Attention, il y a l'or, il y a le diamant. Non, je parle du coltan. Oui, mais moi je te parle de l'or et le diamant. Ouais, mais c'est le coltan qui se... Oui, mais les coltans sont arrivés après. Mais viens, on parle des richesses basiques, l'or et le diamant. Justement, je me permets, parce que le coltan, c'est pas n'importe quelle richesse. Non, mais c'est arrivé après. Attends, le coltan, c'est une richesse stratégique. C'est les Américains qui ont fait main basse sur le coltan parce que ça constitue une dépendance électronique et militaire. Depuis 1942, les Américains ont décidé que ça leur appartenait pour des besoins stratégiques géopolitiques. Il faut prendre en considération le fait que tu prends le roi Léopold, c'est pas lui qui a découvert le caoutchouc. Pourtant, il a coupé des millions de mains à des Congolais parce qu'il estimait qu'ils étaient trop lents dans l'extraction du caoutchouc. Donc les richesses, elles étaient là. Et quand tu veux décider de l'industrialisation d'un phénomène de masse, tu vas t'appuyer sur la population pour extraire ces richesses-là. Ce n'est pas les Occidentaux qui ont découvert les richesses. C'est faux, ça. C'est les Occidentaux qui ont voulu industrialiser
l'extraction de ces richesses. C'est pas la même chose. Vous êtes d'accord avec ça? C'est pas la même chose. Attends, Moi, je pense que je vous ai suivi de manière un peu saupoudrée. Allons à l'essentiel. Je pense que le problème est une question de domination et de puissance. Oui. Quand vous regardez le Congo, Kinshasa, géostratégiquement, c'est au cœur du continent. Et c'est si on le prend de est à ouest-est, c'est la distance entre Paris et Prague. C'est énorme déjà. Et deuxièmement, on regarde les ressources naturelles qui sont dans ces pays. Et c'est d'ailleurs, vous parlez du coltan, ce n'est pas le coltan à l'époque, c'était le cuivre. C'est grâce au cuivre congolais que les États-Unis sont devenus la plus grande puissance du monde aujourd'hui. La bombe atomique larguée au Japon a été faite avec les cuivres congolais, avec la complicité de la Belgique, puissance coloniale de l'époque. Et aujourd'hui, c'est le Congo qui est condamné pour avoir servi un matériau qui a déshumanisé une partie de la société, alors que ce n'est pas eux qui ont fait ça. Il faut savoir aussi comment le Congo a été créé, quelles sont les puissances qui ont donné de l'argent à Léopold II pour que le Congo existe et pour qu'ils aient des profits par rapport à ce Congo. Et il faut savoir aussi que la France avait le droit de préemption. La condition pour céder le Congo à la Belgique, au roi des Belges, c'est que si la Belgique n'arrivait pas à gérer le Congo, c'est la France qui devrait avoir le droit de préemption. Et qu'aujourd'hui, tous les problèmes que rencontre la France en Afrique, ce sont les Américains qui sont en train de les chasser. Et les problèmes du génocide au Congo, puisqu'on en arrivera, c'est l'administration américaine avec Clinton, qui se sont servis du Rwanda et de l'Ouganda comme État mercenaire voyou pour pouvoir bouter la France du plus grand pays francophone du monde, qui est la République démocratique du Congo, et de s'y installer. C'est ce qu'on est en train de vivre. Et je préférerais qu'on aille encore plus loin stratégiquement pour qu'on comprenne qu'il y a effectivement génocide au Congo. On peut parler de bantocide ou du Congocide. Voilà la vraie réalité. Après, maintenant, on peut développer, gloser. Alors, cette vraie réalité, et merci de nous avoir rappelé aux faits, ce qui, à mon sens, nous permettra et permettra à la jeunesse de davantage comprendre, comme je l'ai dit tantôt, c'est moins le regard sur la pomme pourrie que sur les racines du pommier. Il me semble indispensable, on est tous des universitaires ici, ou on l'a tous été, de comprendre les racines idéologiques qui animent le pouvoir américain. Le pouvoir américain, avant d'être un empire militaire, c'est d'abord un empire académique, c'est d'abord un empire universitaire, c'est d'abord des scientifiques qui ensuite donnent les directives, ou en tout cas indiquent des éléments aux politiques qui après utilisent l'armée. Or, quelle est l'idéologie qui domine l'Empire américain? C'est l'idéologie utilitariste. Et la suprématie blanche. Mais d'abord l'utilitariste. Alors je précise, pourquoi l'utilitariste? Parce que si ce n'était que la suprématie blanche, ils auraient fait main basse physiquement sur l'Arabie Saoudite, par exemple. Pourquoi ils vont faire main basse physiquement, alors qu'avec des partenariats, ils ont ce qu'ils veulent? C'est pour dire que ce qui leur importe, c'est l'utilitarisme. C'est-à-dire c'est quelque chose d'utile, de pragmatique. Et je termine là-dessus. Cet utilitarisme de Jeremy Bentham explique bien, et c'est tragique pour nous autres, qu'on doit agir pour le bonheur du plus grand nombre. Ce qui suppose l'idée d'accepter le sacrifice dès lors que c'est une minorité. Et ça explique, quand on comprend ça, on comprend pourquoi à l'échelle internationale, les gens se détournent du Congo, parce qu'ils se disent, bon, le coltan, l'humanité entière est génocidaire, on est tous responsables, on a tous un portable. Donc, si ça sert à nous tous, et que, entre guillemets, il y a le seul Congo qui en pâtit, bon, bah, à la limite, c'est pas très grave. Non, mais ton raisonnement, il est biaisé. Parce que tu peux très bien profiter d'une matière première sans exterminer et massacrer des populations. J'ai pas dit le contraire. C'est pour ça que je dis que la white suprématie... Non, je dis juste que... C'est pour ça que je rentre dans la white suprématie, parce que c'est quelque chose qui est important. Ouais. On parle des États-Unis d'Amérique. On parle d'un pays qui s'est fondé en massacrant les Amérindiens, en déportant les Afro-Américains. Anciennement des Africains. Donc c'est dans leur genèse, c'est-à-dire le massacre. L'esclavage, c'est dans leur constitution. Et c'est parce qu'il y a des Noirs qui sont révoltés, qui ont commencé à dire, bon, finalement, vous êtes notre égaux, vous êtes nos égaux. C'est pas eux qui ont dit, ah ouais, c'est vrai, un Noir vaut un Blanc vaut un Noir. Donc déjà, il faut que tu prennes ça en considération dans ton raisonnement. On a affaire à des gens, à une population qui s'est construite sur un racisme d'une violence inouïe. D'accord. Les Américains. Mais non, même à l'endroit des Amérindiens, avec les cow-boys, parce qu'ils ont commencé à vendre une histoire aux gens en disant que finalement les cow-boys c'était les méchants. C'était les gentils, pardon. Alors c'était eux les méchants.
Donc il faut comprendre la psychologie de ces gens. Ça, je l'ai compris, mais cette Et logique-là... aujourd'hui, tu la retrouves dans la volonté de s'approprier les richesses des autres. Ok. Au détriment de leur vie. Mais ça, tu le retrouves, tu l'as trouvé chez les Japonais quand ils étaient à la conquête de la Chine. Mais pas la même puissance, mais pas la même dimension. Non, mais attends, que tu tues 10 personnes ou 100 personnes, tu es un tueur. Après, ton intensité, c'est en fonction du public en place. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose... remplacer une population, parce que là, tu parles de tuer. Oui. Moi, je te parle des Amérindiens qui ont été remplacés. C'est pas la même chose. Tu vois la psychologie? La psychologie, je la vois. Tout ce que je dis, déjà, c'était à l'époque du XVe siècle, où la barbarie était partagée en Europe, ça faisait partie, si je puis dire, de l'humain. Les Japonais, ils ont eu cet instinct de conquête, l'esprit de conquête, il a été partagé dans beaucoup d'endroits dans le monde. Moi, ce sur quoi j'ai insisté, la suprématie blanche, bon, c'est ton argument, mais sur place, est-ce que c'est les descendants de John Wayne qui ont tenu des machettes entre Tutsi et Hutu? C'est pas sûr. Donc, cette volonté de conquête, elle existe aussi en interne. Donc, moi, ma question, c'est comment réussir déjà, je vais vous laisser d'abord participer, pardonnez-moi, avant de poser la question. Je vous laisse le soin de parler. Non, je voudrais dire qu'en fait, le sujet est trop large. Oui. Voilà. On part de l'histoire, c'est vrai, l'histoire nous sert de référence, mais je pense qu'il faut recentrer sur des faits contemporains pour essayer de comprendre pourquoi. Et puis on parle de 10 millions, mais les 10 millions, il faut comprendre comment ça s'est passé. Est-ce que ce sont des personnes qui ont été tuées par fusil, par machette, ou parce que ce sont des maladies, ou elles sont déplacées, etc. Il faut comprendre ce problème. Mais je pense que tout à l'heure, vous parliez de nations, etc. Est-ce que les Congolais ne se sentent pas appartenir au Congo, etc. Moi, je pense que ça peut être une dimension, mais pour moi, il y a un problème de gouvernance. D'accord. Parce qu'avec le discours de la Baule, vous vous souvenez, de Mitterrand, qu'il avait demandé aux pays africains de démocratiser, Mobutu avait résisté. Voilà. Et puis, on a fermé les robinets. Le FMI, Banque mondiale, les bailleurs de fonds européens, tout le monde dit on ne donne pas de l'argent à ceux qui ne veulent pas démocratiser le régime. Voilà. Le mur de Berlin était tombé, donc c'était le triomphe de la démocratie. Voilà. Du coup, il a résisté, il n'a plus eu d'argent. Et on parlait même au moment donné de monnaie de singe, parce que tellement il y avait une inflation très grande, et que l'État ne pouvait plus payer les enseignants. On opérait, on caricature, mais dans certains endroits c'est la réalité. Les médecins opéraient à la lumière du jour. Ils tiraient la table pour profiter parce que ne pouvons plus. Il n'y a pas de budget pour changer une ampoule. La poste ne peut plus envoyer le courrier. Voilà. Une asphyxie économique. Absolument. Et on parle de faillite de l'État. Et en ce moment-là, Mobutu était préoccupé par la conservation de son pouvoir, donc ne payait que la garde présidentielle. Tous les autres militaires n'étaient pas payés, comme les autres fonctionnaires du reste. Et comment voulez-vous que des militaires qui ne sont pas du tout payés de plusieurs mois, même plusieurs années, et qui font des exactions sur les populations pour vivre, comment voulez-vous que ces militaires-là défendent l'État ou la nation ou la population? Non, au contraire, ils ont applaudi Laurent Kabila quand il entrait, qu'il marchait sur Kinshasa. Ils n'avaient plus de motivation. Au contraire, pour eux, c'est une sorte de libération. Voilà. Peut-être qu'ils allaient vivre quelque chose de meilleur que ce qu'ils sont en train de vivre. C'est parti de là. Et à partir de là-bas, Laurent Kabila a amené dans ses valises des Rwandais, vous l'avez dit, James Kabarebe qui a été chef d'état-major dans 2 pays différents. Voilà. C'est incroyable. Ça peut pas. Il n'y a qu'au Congo ça peut exister ça. Oui, mais après, je pense qu'il s'en est rendu compte et il a essayé de s'en débarrasser et ça a créé un autre conflit. Voilà, parce que les Ougandais et les Rwandais pensaient qu'il leur devait quelque chose et ils devaient payer, etc. Voilà. Donc, et du coup, le conflit s'est enlisé. Il y a eu des accords. Ils ont négocié, ils ont trouvé un accord. Et ils ont essayé de reconstruire l'État avec des élections, etc. Mais si on revient à ce M23-là, à travers Laurent Kunda, il y a un autre problème qu'on n'a pas réglé. Parce que les FDLR, c'est-à-dire les anciens génocidaires, qui se sont réfugiés au Congo, à l'est du Congo, et on l'a dit, le Congo, c'est le 2e pays le plus grand
d'Afrique. Donc, après l'Algérie, il y a un problème de gouvernance de tout le territoire. Mais cette partie du territoire n'est pas correctement gouvernée. Administrée. Et même, je termine sur ça, et même les voies de communication, parce que c'est des montagnes, il n'y a pas de route, les gens, soit on marche ou on utilise l'avion. C'est l'avion qui amène la bière, qui amène les produits de première nécessité. Les populations sont laissées à l'abandon, de telle sorte que le voisin rwandais peut venir tranquillement traverser la frontière, faire ses courses avec le coltan et aussi avec la bénédiction des populations Banyarwanda qui habitent dans la zone, etc. Donc le vrai conflit, la vraie cause du conflit, c'est plutôt l'administration. L'administration, mais aussi les FDLR qui s'opposent aux Tutsis qui vivent là-bas. Et naturellement, Laurent Kagame veut qu'on lui fasse le boulot. C'est-à-dire qu'il veut combattre les FDL à partir du territoire congolais. Et il y a un mouvement Tutsi, M23, qui fait le boulot. Moi, je crois qu'il y a un problème d'amour chez le Congolais. Oui. Juste pour rebondir sur ça, après, En fait, il y a un problème d'amour. Pourquoi? Cette discussion, je l'ai beaucoup avec mes cousins, avec les membres de ma famille qui sont sur place quand je me rends dans mon pays d'origine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Congolais, il aime plus, de manière caricaturale, je ne dis pas tous les Congolais, je ne dis pas que tous les Congolais pensent de cette manière, mais il y a beaucoup trop de Congolais, dans leur manière de penser, qui aiment davantage le divertissement, davantage la fête, davantage la danse, davantage l'alcool, que la souveraineté, que la volonté d'être unis, que la volonté de faire corps ensemble. Donc il y a un problème d'amour. Et d'éducation politique. Bien sûr, mais c'est... Parce que l'amour, tu peux aimer danser avec ton voisin. La population est le reflet des politiques. C'est les politiques qui donnent le là. Si les politiciens avaient le souci de faire en sorte que le pays, en 5 ans, soit une référence continentale et mondiale, en 5 ans, c'est réglé. Mais ils n'ont pas ce souci-là. Ils peuvent avoir l'amour de leur caste, tout simplement. Non, mais même je te dis ça parce que... Je vais donner des exemples pour que tu comprennes. Je vais donner des exemples. Vous avez des chefs de partis ou des responsables politiques au Congo qui, lorsqu'ils ont des problèmes de santé, ils vont soigner en France ou en Suisse. Et ils sont millionnaires. D'accord. Pour certains même, ils sont milliardaires. Ils ne peuvent pas mettre en place des établissements de santé dignes de ce nom. Non, mais c'est ce que je dis, c'est l'amour de leur caste. Mais je veux non, mais même pas par rapport. Je parle par rapport à lui. C'est même pas par rapport à sa caste. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, je vais t'expliquer une chose pour moi. Tu as de l'argent, tu es dans ton pays, pas pour ta caste, pour toi. Tu vas pas te créer un hôpital, une clinique, pour que ta femme puisse accoucher. Tu prends ton jet privé, tu vas à Genève. C'est pas ta caste. C'est ce que je suis en train de t'expliquer. C'est une question d'amour propre. Si il y a une caste à l'échelle internationale, c'est pas moi qui le dis. Christopher Lash, la révolte des élites. C'est-à-dire, il y a une caste qui a vu le jour et qui dépasse les frontières. Mais on va laisser quand même la parole. Ce que dit M. Sidibé a totalement raison sur l'élite politique. En fait, au Congo, il faut savoir, c'est en l'état, du moins de mon côté, c'est impossible de gouverner. Impossible. Parce que c'est pas celui qui est assis dans son siège de président à Kinshasa qui décide de quoi que ce soit. Tout se passe à Washington. Je vous donne un fait. Une semaine avant les pseudo-illusoires élections du 20, où par ailleurs on a laissé toute une population pas voter, c'est-à-dire on a fait le choix de soi-disant organiser une élection où il y a des millions de Congolais déplacés sous les feux de la guerre génocidée qui ne voteront pas et on n'en a rien à faire, on fait quand même le vote. 10 jours avant, Nikki Haley, qui est la représentante du département d'État, voit à l'aéroport Tshisekedi et lui dit « Tu fais ce que tu veux, tu organises, mais tu fais ce que tu veux, tu ne gagnes pas. » Vous remarquerez qu'après cette rencontre, il y a 3 jours, il n'a pas fait campagne. Donc en fait, on peut faire ce qu'on veut. C'est pour ça que je n'ai pas été jusqu'au bout de ma démarche de candidature. Vous imaginez à peine la violence de ces... C'est là où je rejoins ce qu'il dit Mbeko sur le côté haineux. C'est-à-dire que quand tu es belliqueux, tu es belliqueux. Quand tu es quelqu'un qui est plutôt pacifiste mais qui sait se défendre, c'est autre chose. Vous imaginez à peine le côté haineux qui existe quand on veut ne serait-ce que structurer les choses. Je ne suis pas un pro-Tshisekedi qui dit quoi, mais je vous dis, il y a une réalité qui est qu'à l'heure actuelle, ce pays-là, on ne veut pas laisser des élites émerger qui pourraient construire les choses pour que les choses avancent. Mais il ne faut pas se désespérer, parce qu'il y a effectivement un problème qui est historique, et il faut rappeler ce qu'a dit Mobutu. Mobutu a dit, les Hutus, c'est nos frères. Et ça n'a pas plu. Mais c'est une réalité. Donc les gens que Kagame veut venir combattre au Congo,
Jusqu'à preuve du contraire, la question éthique revient, c'est nos frères. Et cette définition du génocide, on combat toute violence, bien sûr, mais c'est une version de l'histoire. Est-ce qu'on a étudié les autres génocides avant qu'il y ait sur les Hutus pour en faire une vision globale et être moins aussi tranché? C'est comme l'histoire de la CPI, il n'y a que les présidents africains qui y vont. Donc on crée des histoires, on crée des éléments, et tout ça pour dire que... Et qui finance la CPI? Exactement. Parce qu'on ne veut pas entendre la white suprématie. Parce que Herman, il pense que ça n'existe pas. La CPI, elle n'existe que pour les nègres. Alors attention. La CPI n'existe pas pour la famille Bush. Bush père, Bush fils. Ils ont été à la CPI? Alors attention. Elle est financée par qui? Par les États-Unis d'Amérique. Quand ça s'appelle la white suprématie. Quand on dit white suprématie, ça signifie que c'est la couleur de peau qui permet de dominer. Pardon, mais le redneck du fin fond du Texas, il n'a pas plus de pouvoir qu'un Dangote. Mais moi, je ne sais pas parler du redneck. Moi, je te parle des mecs qui sont au pouvoir. Donc c'est l'élite, c'est pas la white suprématie, c'est l'élite. Mais écoute ce que je te dis. Oui. L'élite américaine est habitée par ce complexe de supériorité qui est la suprématie blanche. L'élite. Je ne parle pas du mec dans le Texas ou le mec qui vit dans l'Arizona. Je ne parle pas de ces gens-là, moi. On parle des élites. On t'a dit que c'est Washington qui a décidé du président du Congo. Parce qu'ils ont le quoi de faire sauter le mec avec un bouton rouge. D'accord. Et parce qu'ils sont habités par un complexe de supériorité qui découle de leur histoire. Et ils font la guerre à Poutine. Ils ne font pas la guerre à Poutine. Ils font pas la guerre à Poutine. Je vais t'expliquer une chose. Ils ont émis un mandat d'arrêt. Attends, je te donne un exemple pour te montrer l'hypocrisie. Ils ont dit Poutine, il y a un mandat d'arrêt. C'est-à-dire qu'il doit être traîné à la CPI. Poutine, il se balade avec... il a la bombe atomique. Mais sur ton raisonnement, si tu me dis que si les Américains, ils ne sont pas habités par la white suprématie, pourquoi ils ne vont pas chercher Poutine? Mais parce que justement, ils ne sont pas habités par... Si, à partir du moment où ils déclarent la guerre à Poutine, ça signifie que la couleur de peau ne constitue pas pour eux... Tu penses qu'ils sont vraiment en guerre avec Poutine? Toi, tu crois vraiment, toi? Non, je dis simplement qu'ils sont dans une vision... Ils font semblant. Non, ils sont dans une vision... Ils sont dans une vision, nationaliste de leur pouvoir. Ils font semblant. J'aurais dû laisser la parole peut-être au monsieur, mais juste un petit point. En fait, je pense pas, je partage votre point de vue aussi, je ne pense pas que c'est une question de couleur de peau en réalité. Ah oui. C'est une question de puissance. Voilà, c'est pas la couleur de peau. De puissance. Dans les relations internationales, il y a la puissance, il y a l'intérêt qui est au centre de tout. Hein. Si l'intérêt des États-Unis, c'est d'aller n'importe où, les Américains iront n'importe où pour aller défendre leur intérêt. Et vous l'avez si bien illustré avec la Russie. Voilà, ils soutiennent l'Ukraine parce qu'ils ne veulent pas la renaissance de la Russie, qui va encore grignoter de l'influence, surtout notamment en Afrique ou dans d'autres contrées, etc. Voilà, on va repartir sur une deuxième guerre froide, mais je pense que c'est de ce point de vue-là. C'est une question de puissance. Voilà. On est d'accord. Oui, les mots viennent d'être lâchés, c'est une question des rapports de force. Les Africains, les Américains ont le droit de vouloir imposer leur volonté à travers le monde, mais il revient aux Africains aussi d'avoir une vision de la société, ce qu'ils veulent que leur continent soit. Et je suis désolé, nous ne pouvons pas faire abstraction du panafricanisme dès lors que certains de nos propres présidents de nos pays, à l'injonction d'un pays étranger, se mettent à déstabiliser un autre pays africain. Il faut savoir ce qui se passe à RDC. Ce pays-là, et là où je rejoins les rabbins, et c'est aussi mon côté panglossien, ils ne vont pas désosser la République démocratique du Congo parce qu'il y a cette appartenance patriotique aujourd'hui qui est quelqu'un que j'ai combattu. Hein. Je suis un enfant de la génération Mobutu, mais Mobutu nous a laissé au moins cette fierté d'être zaïrois, d'être congolais. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui on n'arrive pas à partitionner ces pays. Mais qu'est-ce qui se passe? Cette soi-disant communauté internationale. Et les Congo, vous l'avez évoqué tout à l'heure, depuis 1960 que les Nations Unies y sont. C'est une question de puissance. Les Nations Unies n'ont plus d'argent. Les Américains sont intéressés par les minerais du Congo. Et le Congo, Algérie, Congo, Afrique du Sud et Nigeria, ce sont des puissances de demain. Nous sommes à la fin d'un cycle. Les puissances d'aujourd'hui sont en perte de vitesse. Et on fait tout pour que les choses ne changent pas et qu'il y ait les statu quo hantés. C'est pour ça qu'il faut toujours déstabiliser le Congo parce que le développement de l'Afrique partira de ces centres qui est le Congo. Demain, si le Congo est stable, il n'y aura pas d'immigration, plus d'immigration d'Africains vers l'Europe ou vers d'autres pays. Ils iront au Congo.
parce que ces pays auront besoin de la main-d'œuvre et que ça permettra à l'Afrique d'avoir une vraie politique panafricaniste. Qu'est-ce qui s'est passé? Étant donné que les Nations Unies ne contribuent plus financièrement à l'existence, les États-Unis à l'existence des Nations Unies, il faut bien trouver de l'argent aux Nations Unies. Or, aujourd'hui, la plus forte puissance du monde qui existe en matière de paix se trouve au Congo. Et depuis combien d'années les Nations Unies n'arrivent pas à rétablir l'ordre au Congo? Vous n'allez pas me dire que vous venez au Congo, aider un pays souverain, et vous vous mettez au milieu en laissant, vous savez très bien que la déstabilisation vient du côté du Rwanda, au lieu de vous mettre à la frontière pour éviter les incursions vers la RDC, vous mettez un peu en retrait pour créer une zone de non-droit et permettre le pillage. L'État congolais n'a même plus le droit d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté. J'en veux pour preuve vos dernières élections. Il y a une partie de la RDC dans la région du Kivu qui n'a pas pris part au vote. Ça veut dire que l'État congolais n'est pas existant sur l'ensemble du territoire. Et c'est fait exprès. Pourquoi? Parce que ça permet aux Nations Unies d'avoir de l'argent. J'ai écrit d'ailleurs un ouvrage là-dessus, quelle crédibilité pour les Nations Unies au Kivu. Ça permet aux Nations Unies, à travers les richesses du Congo, d'avoir de l'argent. Et on se sert, pour ne pas se mouiller, les puissances extérieures, extracontinentales, se servent du Rwanda et du Burundi pour déstabiliser les pays. Mais n'empêche que les Rwandais et le Burundi, l'Ouganda, pardon, Museveni et Kagame se sont dit, mais pourquoi on va travailler tout le temps pour les étrangers et nous-mêmes, nous ne devons pas nous servir? Ils se sont dit, surtout les Kagame, nous sommes à l'étroit, nous allons piller le Congo, d'une part, mais nous allons aussi nous agrandir aux dépens du Congo. Alors, ouais, l'argument des FDLR, mais ce ne sont pas les génocidaires FDLR qui sont là aujourd'hui, c'est leurs enfants. Mais n'empêche que, et c'est là où la France a une responsabilité morale. Vous avez parlé de Mobutu qui a été quasiment vilipendé et qu'on voulait remettre en selle à travers l'opération turquoise. Et là, la France a une responsabilité morale sur ce qui se passe à l'est du Congo. Si Mobutu n'avait pas accepté l'arrivée des Rwandais Hutus au Congo, le pays n'aurait pas été déstabilisé comme il est aujourd'hui. Sauf qu'on a laissé les Rwandais entrer chez nous avec armes et bagages. Et en plus, on les a laissés à la frontière du Rwanda. Kagame, à juste titre, dit que mais ces éléments sont perturbateurs par rapport à mon pays. Il se sert de ça comme prétexte jusqu'à aujourd'hui, alors que ce FDLR n'existe quasiment plus. Admettons. Oh, il est venu 3 fois. L'armée rwandaise est entrée 3 fois en RDC pour neutraliser ces ces génocidaires, qui le sont. Hein. Il y a eu génocide des Tutsis au Rwanda, je ne nie pas ça. Ils sont venus pour neutraliser ces gens-là. Ils n'ont pas réussi, comme par hasard. Et on a refoulé une partie des FDLR au Rwanda pour qu'il y ait une réconciliation rwando-rwandaise pour éviter de déstabiliser systématiquement la RDC. Qu'est-ce que Kagame a fait? Il a formé ces Rwandais FDLR, les a mis sous la coupe du M23 pour pouvoir continuer la guerre. Là où il y avait Bantoucide, parce que Kunda avait dit que si nous combattons au Congo, c'est parce que nos frères et sœurs rwandais ou Tutsis sont maltraités. Mais quand il y a dans un pays où une minorité est maltraitée, c'est à la majorité de ces pays de défendre les droits de la minorité. Ce n'est pas aux pays étrangers de venir faire la loi pour que ces minorités soient sauvées. Si Kagame avait vraiment de bonnes intentions, pourquoi il n'avait pas saisi la Cour pénale internationale pour dénoncer l'exaction contre les Tutsis au Congo? Je ne dis pas qu'il y a eu exaction, mais pour les dénoncer et qu'on puisse, sur des voies juridiques et pacifiques, condamner à la limite le Congo pour ça. Il a choisi d'armer cette population pour déstabiliser un pays. Déjà, le fait de les armer sur la base qu'ils sont Tutsis pour se défendre contre les Bantous, c'est déjà l'origine du génocide. Et malheureusement, les victimes d'hier sont devenues aujourd'hui les bourreaux. Et pour finir, Elie Wiesel disait que le bourreau tue toujours 2 fois. La première fois par les armes et la seconde fois par l'oubli. C'est ce qui est en train de se passer. Merci pour la belle transition, parfaite, qui me permet d'introduire le rôle de la diaspora. African Fusion, au cœur de la cuisine africaine, leader du fast and good africain,
avec ses nombreux restaurants près de chez vous. Paris 13e, Paris 18e, Paris 20e, Villetaneuse, Cergy, Creil, Saint-Cyr 78 et Casablanca. Que ce soit la mise sur la table internationale du génocide que subissent les Congolais. Si on fait un point de comparaison avec ce qui se déroule aujourd'hui en Palestine, on parle de dizaines, de vingtaines de milliers de morts. La terre entière en parle, c'est le point de focus international. Et ce point de focus est activé et alimenté via les réseaux, essentiellement par une diaspora qui a généré un sentiment de solidarité. Quelle est, à votre yeux, la responsabilité de la diaspora dans cette mise sous silence ou sous le tapis du génocide au Congo? On en revient à l'amour. Quand je te parlais d'amour tout à l'heure, à un moment donné, la diaspora elle a sa responsabilité. Il faut faire la différence, parce qu'au sein de la diaspora, il y a différents courants. Il y a ceux qui sont indifférents, il y a ceux qui sont conscients, militants, notamment les combattants, on pourra en parler, et il y a ceux qui sont à mi-chemin entre les deux, qui de temps en temps ont une pensée et qui par moments sont complètement désintéressés par ce qui se passe. En réalité, il faut voir que la majorité de la diaspora congolaise ne se soucie absolument pas de ce qui se passe au niveau du Congo. La plupart ne sont même pas au courant, la plupart sont dans des caricatures, quand tu mets Congo dans la tête des gens, c'est la sape, c'est la danse, c'est Fally Ipupa, c'est tout ce qui est léger, superficiel. Il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas de dimension ancestrale dans leur manière d'être, dans leur manière de se comporter. On a fait en sorte, et je ne dis pas que tous les Congolais sont comme ça, que beaucoup de Congolais soient complètement ignorants de ce qu'ils sont en termes de puissance historique, de puissance culturelle, de puissance spirituelle. On les a conditionnés à être des consommateurs. Aujourd'hui, vous parlez avec des Congolais, ils vont vous citer toutes les marques de luxe. Ils sont fiers de vous parler de Yves Saint Laurent, de Louis Vuitton, de toutes ces marques qui sont connues. Mais quand vous allez leur parler des ethnies de leur pays, ils n'en connaissent même pas 3. Quand vous allez leur parler des langues de leur pays, ils n'en connaissent même pas 4. Donc il y a une méconnaissance organisée sur la population congolaise qui est devenue folklorique. Aujourd'hui, les Congolais, pour beaucoup d'entre eux, sont contents d'être des sapeurs, sont contents d'être... Quand tu dis méconnaissance organisée? Parce que dans le programme scolaire au niveau du Congo, on ne transmet pas l'information. On ne transmet pas l'information. Moi j'ai mes cousins et mes cousines qui sont scolarisés. On ne leur apprend pas l'histoire du Congo, on ne leur apprend pas l'histoire de ce royaume, on ne leur apprend pas la richesse de ces ethnies, la richesse de ces langues. Donc le programme scolaire qui est mis en place n'est pas là pour émanciper le Congolais. Il est là pour en faire un consommateur. Donc ils sont vidés de tout amour-propre en qualité de Congolais, et conséquence, ils se réfugient sur un amour-propre consumériste. Totalement, et c'est organisé. Ok. Et le rôle de la diaspora, messieurs? En fait, je pense que je ne peux qu'être à 1000% d'accord avec ça, dit Mbeko, mais on est obligé d'y croire. Parce que c'est en diaspora qu'on peut acquérir les outils, s'armer intellectuellement, pour pouvoir savoir comment contrer ou contourner les barrières qu'il y a. Quand on va au Congo, franchement, on ne peut que être dans une forme de détresse. Parce qu'on voit les gens, on voit les élites, on voit les professeurs, on voit les ministres, mais on se dit, mais le niveau n'est pas là. Vu les challenges qu'il y a, si on était un petit pays avec qu'un peu de pétrole, j'aurais pas dit. Mais on est trop grand, trop nombreux, trop éparpillés dans le monde pour pouvoir venir avec des choses aussi peu. Et je dirais, en fait, comme donner une solution... Quand tu dis que le niveau n'est pas là... Parce que je donne un exemple pour illustrer le niveau qui vient d'arriver. Il y avait des problématiques de route aux alentours du palais, aux alentours de l'Assemblée nationale. À un moment donné, il y a des problématiques structurelles. Les routes ne sont pas en bon état. Les routes, elles ont des trous. Il y a des difficultés au niveau de la rive, des problématiques réelles. On est sur des voies de transport infrastructurelles qui ne sont pas sécurisées. Au lieu de consacrer de l'argent
et de consacrer un budget pour remettre en état les routes, des parlementaires ont acheté des jeeps. Il y a un article. Attendez, non, mais en fait, c'est des parlementaires, c'est des gens qui votent des lois. Écoute ce que je te dis. Ils ont acheté 500 jeeps. Non, je me souviens de cette anecdote. Mais il faut l'illustrer, laisse-moi aller au bout pour que les gens comprennent le problème. Vous êtes les élites de la nation. Vous votez des textes. C'est-à-dire que vous avez le pouvoir de changer les choses. Vous voyez qu'il y a des problèmes au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau des routes. Au lieu de mettre votre argent pour réparer ces routes, faire en sorte que ce soit beau, harmonieux, vous achetez des jeeps. Oui, mais là, toi, tu parles, si je puis me permettre, de l'égoïsme. Non, je te parle de l'élite. Je te dis l'élite. De l'élite de l'égoïsme. Les gens qui ont le pouvoir. De l'élite égoïste. Oui, attendez, s'il vous plaît. Mais l'élément, c'est que... Là, mon propos, je rebondissais quand il parle du niveau. Moi, ma question, c'est pas le la même niveau. chose. Je te donne un exemple. Le niveau, en termes, on va mettre les pieds dans le plat. Je sais pas, par exemple, en termes de professorat, en termes de, voilà, je vais même aller plus loin. À tous les niveaux. En termes, y a-t-il suffisamment de cadres formés? Y a-t il suffisamment d'ingénieurs? Y a-t-il suffisamment de médecins? Sur 1 an et demi, on a mis en place un parti politique où le but était de réveiller cette fierté ancestrale, de savoir l'histoire et après d'avancer sur les solutions concrètes. Pendant 6 mois, j'ai demandé des débats à tout le monde. Tout le monde me connaissait parce que c'est le rabbin, là, il est passé à la télé, ok. Katumbi, il refuse. Fayoulou, il refuse. Celui qu'on appelle l'intellectuel, Kaméré, il refuse. Donc après, on passe dans les réseaux. Bon, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous ne voulez pas débattre? Non, mais bon. On voit que l'expression même du leadership politique n'est pas capable de venir s'asseoir à table pour pouvoir même accepter la contradiction. Juste ça. Pour pouvoir entendre autre chose. À un moment, Katumbi accepte. On a un débat organisé par l'école de commerce de Kinshasa, je crois, du Kivu. Il annule 6 heures avant parce qu'il dit « je suis au Qatar pour la Coupe du Monde ». Si à ce niveau-là, c'est ça, où on va? C'est eux qui tiennent le pays parce que c'est des gens qui ont, quand ils vont dans la rue, des milliers de personnes courent après eux. Et localement, est-ce que, parce que je reviens sur ma question du niveau, localement, avez-vous vu suffisamment d'écoles dignes de ce nom en termes d'écoles normales, c'est-à-dire qui forment des professeurs? Est-ce que vous avez vu suffisamment de bibliothèques qui sont les 2 poumons du développement d'un pays sur le long terme? Il a dit, il n'y a pas. Mais il y a des bibliothèques. Attends, juste, on va faire le tour. Je pense que je ne vais pas jeter l'opprobre sur mes compatriotes parce qu'il est parfois facile de critiquer, difficile de construire. La question a été précise sur le rôle de la diaspora. Et puisqu'on parlait des sources, de nos racines, chez les Bakongo, on dit Singamikasa Mizingama, Oka Mizingiliko, Oka Mirako. C'est-à-dire la tige volubile du haricot s'enroule sur elle-même pour produire. Il y a des enfants qui partent, qui reviennent pour apporter quelque chose à leur pays, ainsi de suite. C'est d'ailleurs si des pays comme Israël, très belle image. Israël sont puissants aujourd'hui sur le plan du lobbying, ils s'appuient sur leur diaspora. Et vous qui êtes religieux, vous connaissez bien l'évangile de l'enfant perdu, je pense. Moana Ouvila disent les Bakongo de l'enfant perdu. C'est une question de volonté politique. Si les responsables, les autorités congolaises estiment que tous leurs compatriotes qui sont partis et ne sont plus congolais du simple fait d'avoir une citoyenneté étrangère, ils se trompent très largement. Dès lors qu'eux-mêmes, dans la Constitution, parlent de la nationalité congolaise d'origine, qui veut dire que cette nationalité doit être irrévocable. C'est à eux de faire en sorte que leurs compatriotes qui se sont formés ailleurs reviennent et s'occupent de la gestion de la chose publique, mais qui s'occupent aussi de tout ce qui est économique. Parce que cette constitution a été faite à Sun City par rapport à la volonté des vainqueurs, hein, c'est-à-dire des Ougandais, des Rwandais, pour éviter que les Congolais qui sont partis, ils sont au moins 10 millions, à peu près le nombre de morts dont on parle à l'Est, ne reviennent plus et injecter d'autres populations non congolaises pour pouvoir occuper une région, une partie du territoire et jouer sur l'autodétermination pour décrocher des terres congolaises. Donc c'est aux autorités congolaises de faire en sorte qu'il y ait une réconciliation entre tous les Congolais, de permettre à leur diaspora de revenir pour pouvoir œuvrer pour ces grands Congos. Ce n'est que ça les problèmes. Ce n'est pas une question d'intellectuels. Il y a une partie de la diaspora, des gens de la diaspora qui sont partis autour de Tshisekedi.
Est-ce que c'est réellement la bonne diaspora des bons éléments, la bonne diaspora pardon, des bons éléments pour pouvoir gérer les pays? Là aussi, c'est une question de compétences, de connaissances. Il faut puiser parmi les meilleurs de la diaspora, mais sans aussi exclure ceux qui sont à l'intérieur, qui ont des compétences aussi, mais politiquement, on ne leur donne pas les moyens de pouvoir œuvrer pour les pays. Oui, je voudrais intervenir sur 2 points, notamment sur la culture du débat, comme le rabbin l'a souligné. Je pense que ce n'est pas propre au Congo, parce que tout simplement, dans beaucoup de pays africains, les politiques ne débattent pas. Le seul débat que j'ai vu, que j'ai apprécié, j'ai dégusté, c'était le débat entre Ouattara et Gbagbo. C'était excellent. Ils ont abordé tous les sujets, ils ont argumenté, c'était bien préparé. Malheureusement, après, on va absolument en guerre, parce qu'ils n'ont pas accepté les résultats. Mais en tout cas, l'idée de débat était très courtois, vraiment basée sur des idées. Et j'étais marqué aussi par une image, parce que quand j'étais chercheur à Johns Hopkins University, on avait invité Vital Kamerhe, parce qu'il y avait un Congolais justement qui enseignait là-bas et qui l'avait invité. Et il y avait des Américains, il y avait tout le monde, et on s'apprêtait à avoir une belle journée de débat. Et subitement, d'autres, je pense que c'était des partisans de Kabila, ont fait irruption, et avec une telle violence que tout le monde avait peur. Et finalement, on a appelé la police américaine, ils sont partis, mais il n'y a plus eu de débat. Voilà, parce qu'après, ça s'est terminé en queue de poisson. Et c'était une belle occasion de débattre, de poser des questions, etc. Mais si je reviens sur la diaspora africaine également n'est pas bien organisée. Par rapport à la diaspora indienne, 20 millions en dehors d'Inde. Et à partir de 1985, ils se sont dit, mais ça c'est un instrument de puissance, d'influence. On va organiser la diaspora. Le premier ministre mauricien, d'origine indienne. Le maire de Londres, d'origine indienne. Le premier ministre britannique, d'origine indienne. Le PDG de Google, le PDG de Microsoft, etc. Ils ont su faire une politique depuis toutes ces années pour renforcer les capacités de leur diaspora pour que ceux-là puissent occuper des responsabilités dans les pays où ils vivent, hein, et après avoir des retours. Parce que la diaspora qui se fortifie, qui gagne en compétences, en expérience, qui acquiert des connaissances, mais revient forcément, qui a un pouvoir financier également, revient forcément en faire profiter au pays. Et même certains qui reviennent, ce qu'on appelle le brain gain. Il y a le brain drain, le départ des cerveaux, mais il y a le retour gagnant des cerveaux. Mais ce retour-là, c'est un brassage avec les autres. C'est des investissements, etc. Donc ça revient à ce que disait Mbeko sur l'amour et sur le soft power, l'amour du pays qui soit attractif. Une politique d'État. Une politique d'État. Parce que c'est une entité, la diaspora, très difficile à organiser, parce que c'est... Si je puis me permettre, hein, c'est dans le prolongement de votre propos, est-ce que vous connaissez des scénaristes et des cinéastes congolais? Parce que si on va dans le fond du fond, le monde étant gouverné par l'imaginaire, il faut que des cinéastes s'emparent de cette thématique, par exemple, hein, j'ai une idée, pour faire des films qui donnent envie à n'importe quel Congolais aux quatre coins du monde, non seulement d'être fier des Congolais. Je n'en connais pas personnellement, mais je connais de grands intellectuels. Eliki Mbokolo, Moalia Matiembe, d'autres, il y en a plein dans le monde. En fait, il y a un problème de censure. Regarde, je vais donner un exemple très simple. Tu as le rabbin ici qui a voulu se présenter, qui est venu avec un programme, qui est venu avec une vision du Congo. Qu'est-ce qui s'est passé, rabbin? Raconte. Bah, on ne te laisse pas. Faut comprendre. Non, mais je suis d'accord. Tu t'es mis en danger, c'est-à-dire que la compétence que tu acquiers et qui te fait briller, moi, on fait partie des pionniers, on veut revenir. On fait tout pour revenir. On vient avec du judaïsme, de l'intellectualisme, des idées, de l'ancestralité, même m'aquipage d'un mètre de côté. Je veux que les Congolais soient Congolais. Il faut le préciser, parce que c'est peut-être un élément de... Bien sûr, non, l'aquipage dit, moi, je viens vous parler de vos ancêtres. Okay. Moi, je suis Congolais. Repartons dans la tradition de nos ancêtres. C'est ça qui va construire la société. Okay. Et tu prends un an à parler comme ça, et les gens te menacent. Ok, mais le cinéaste, est-ce que c'est une dimension non négligeable? J'apprécie la pertinence de votre question. Effectivement, on ne peut pas réussir dans la vie quand on ne se fait pas des modèles. Voilà.
Et c'est assez cinéastes, c'est assez écrivains congolais, sénégalais, africains, d'essayer d'impulser aussi. Parce que influencer le monde, ce n'est pas forcément faire de la politique aussi. On est d'accord. Ça peut se passer par d'autres biais. Je connais des baloufous, je connais pas mal de cinéastes congolais qui essayent de faire des choses. Et vous dites qu'il y a des problèmes de censure. Ce n'est pas ça le problème pour moi. Et vous avez parlé de la communauté indienne. On ne prête qu'aux riches, c'est à la diaspora africaine de s'enrichir, de se donner des moyens pour pouvoir imposer des choses. Et il y a aujourd'hui des sociétés pragmatiques, qu'elles soient américaines ou pas, quand ils savent qu'ils peuvent faire des affaires avec vous, ils vont prendre vos produits. Moi, et là je parle en tant qu'auteur, je ne suis pas là pour faire des plaidoyers pro-domo. J'ai écrit au moins 6 ou 12 romans policiers, dont les héros sont soit zaïrois, soit des franco-congolais. Cicéron ne les a même pas lus. Comment voulez-vous que vous écrivez vous-même, vous écrivez vous-même, déjà, quand le problème, vous ne connaissez même pas ma bibliothèque. Vous ne connaissez même pas ma bibliothèque. Vous ne savez pas ce que j'ai dans mes livres. Je peux finir. Je vous en prie. Ouais. Je vous répondrai après. Notre problème à nous, quand c'est quelqu'un d'autre, un non-africain fait un diagnostic sur nos pays, nous croyons sans même réfléchir. Mais quand c'est nous-mêmes qui diagnostiquons, personne ne va aller voir. La vérité, ça voilà. C'est une question, ce complexe-là, il faut que nous puissions dépasser ça pour pouvoir voir par nous-mêmes. Tant que nous n'aurons pas notre propre vision, tant que nous ne donnerons pas des orientations par le cinéma, par les écrits, nous ne courrons qu'après les autres. Donc, effectivement, il faut que notre diaspora fasse en sorte que... Moi, tous les mois, je me donne la peine d'aller ne serait-ce que manger dans un restaurant africain. Parce que je sais que la maman qui tient cet établissement a des enfants. Avec cet argent, il va les envoyer à l'école. C'est que des petites choses comme ça qui permettront aussi d'éveiller notre conscience. Donc vous dites qu'il y a un déficit d'autocrédibilité entre nous, oui. En l'occurrence entre oui. la diaspora. Et quand il parle d'une partie de l'amour, là où je peux rejoindre notre Cicéron, il parlait un peu d'amour, on ne croit même pas nous-mêmes. Comment tu veux faire? Si on prend par exemple pour les élections et les cas concrets, comment tu peux gagner à travers le pays si tu ne gagnes même pas dans ton propre village? Si nous-mêmes nous ne croyons pas en nous, comment voulez-vous que nous puissions révolutionner les mondes? Comment pouvez-vous que nous puissions faire en sorte que l'Afrique soit un partenaire crédible? D'accord. Après, il restera 2 questions, mais il faut une réponse parce qu'il a reçu une balle à bout portant. Ce n'est pas dans ses habitudes, donc il faut qu'il réponde. C'est pas une balle. Non, mais Cicéron va répondre. Une balle à blanc. Non, mais Cicéron va répondre. Moi, je vous dis, cher monsieur, avec tout le plaisir que j'ai de vous avoir sur ce plateau, tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation. Je lis beaucoup d'auteurs africains. Malheureusement, je ne vous lis pas parce que je ne vous connaissais pas. Et je serais ravi de lire vos ouvrages et de m'en procurer quelques-uns. Je n'ai pas de difficulté avec les auteurs africains. Si vous vous intéressez un peu à cette émission, nous, depuis qu'on existe, on est là pour promouvoir les auteurs africains, femmes et hommes. On est là pour promouvoir les femmes et les hommes de la diaspora qui sont excellents, qui sont brillants. Donc c'est l'essence même de cette émission. C'est l'essence même. C'est une boutade. Oui, bien sûr. Non, mais je rebondis. Parce que vous êtes en face de moi. Bien sûr. À travers vous, c'est d'autres personnes. Oui, mais c'est important. Il devait répondre. C'est important que je réponde, mais que je dise que nous, on fait notre part pour la diaspora. C'est-à-dire que nous investissons du temps, de l'énergie, de l'argent, et nous estimons que ce que nous faisons, ce n'est pas beaucoup, mais c'est déjà un petit peu. C'est pour ça que je suis venu d'ailleurs. Mais merci, c'est pour ça que je vous ai remercié au préambule de ma prise de parole, parce que vous avez accepté l'invitation, quand d'autres parfois la refusent pour différentes raisons qui leur sont propres, et on ne porte pas de jugement moral sur leur choix. Tout ça pour vous dire que nous essayons modestement d'apporter un éclairage sur les difficultés que les Congolais vont rencontrer, et nous essayons aussi d'apporter des solutions. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, je sais que j'ai ma liberté de ton ici parce que je suis en France. Si j'avais été au Congo, j'aurais eu l'espérance de vie d'un billet de 5 €. Je le sais. Parce que j'ai des membres de ma famille, j'ai des proches qui ont été tués. Vous prêchez un convaincu. Donc à un moment donné, mes cousins disent tu fais le malin parce que tu es en France. Oui, j'en profite. C'est-à-dire que moi je fais un travail d'éveil. Je connais cette problématique. Moi-même, quand je suis à Kinshasa, pour vous dire, on ne me touche pas parce que... ils savent très bien que la communauté internationale réagira tout de suite, mais tout le monde n'a pas cette notoriété pour pouvoir être protégé. C'est un vrai problème. Mais c'est pour ça que je vous dis que la censure existe. C'est parce que nous, on a cette liberté en tant que binationaux.
je suis citoyen français, et je suis très critique à l'endroit de mon pays natal et de mon pays d'accueil. Qui aime bien châtie bien. Oui, parce que pour moi, l'exigence, c'est une preuve d'amour. C'est-à-dire quand on est exigeant avec l'autre, c'est qu'on l'aime. Donc je suis à la fois très critique à l'endroit de l'État français, dans sa politique, on va dire, coloniale, parce qu'aujourd'hui encore, l'État français a une politique coloniale sur certains pays. Et je suis très critique à l'endroit de l'élite congolaise, qui se comporte comme des serpillères, pour ne pas dire des macaques, et je pèse mes mots, parce que je suis ici en France et j'assume mes propos, qui ne se comportent pas avec dignité et puissance. J'en veux un exemple récent. Vous avez quand même Benjamin Netanyahu qui a discuté avec Tshisekedi pour potentiellement récupérer des ressortissants palestiniens au Congo. Cette question s'est posée. Vous vous rendez compte? Il y a un génocide. Il y a un génocide. Entendu? D'une part, apparemment, ce n'était pas Netanyahou qui a dit ça, c'était une presse, admettons. Mais Netanyahou, c'est son droit. Et c'est au nôtre de dire ça ne nous intéresse pas. À la place de Netanyahou, j'aurais peut-être proposé ça aussi. Mais c'est à notre président de dire que non, on ne peut pas admettre ça. Moi-même, j'ai des... Voilà. C'est ce que je suis en train de dire là. Non, je ne contredis pas. Je ne contredis pas. Je ne contredis pas. C'est là que nous devons être exigeants vis-à-vis de nous-mêmes. Nous ne devons pas... Vous dites la même chose. Juste, comme on arrive hélas bientôt à la fin, j'ai deux petites questions qui me semblent au moins aussi essentielles que les autres. Néanmoins, par faute de temps, on va essayer d'y répondre rapidement. Selon vous, est-ce que l'illettrisme est un problème au Congo? Mais c'est un problème universel, l'illettrisme. Non, un problème qui touche, j'allais dire, de fond, parce que l'éducation, on le sait tous, c'est le passeport vers un avenir. Bon, et ça commence par le fait de donner aux enfants les outils, d'utiliser leur logos par l'écrit et la lecture. Donc est-ce que pour vous, l'illettrisme au Congo est un cancer? Honnêtement, je ne connais pas le taux d'alphabétisation, mais j'imagine que c'est le même que pour la plupart des pays africains. Hein. Tout le monde ne va pas à l'école, hein, et il y a aussi un taux de décrochage très élevé. Voilà, et ça pose un problème. On est d'accord. Voilà. Pour rejoindre ce que disait Mbeko sur la censure, on a grandi quand tu avais un livre à la main. Regarde-moi, il devient fou, il lit trop. C'est comme ça que nos parents réagissaient parfois, pas les miens, j'ai eu de la chance, mais quand tu as des livres, il y a même des sketchs de tête qui ont été faits sur ça et qui ont été à succès, avoir un livre, c'est tu deviens fou, tu lis trop. Donc en fait, c'est même plus de l'illettrisme. On devient dans une posture où on est contre la lecture, on est contre même l'acquisition. Ah, exactement. Je suis un homme des lettres, donc je ne peux pas prétendre le contraire. Et ce n'est pas tant... Il y a un problème, hein. Je suis d'une éducation, instruction congolaise à l'époque de Mobutu, l'enseignement était excellent. J'en suis conscient, j'avais pour preuve que je réunis moi-même des ouvrages. J'ai un ami qui, dans la commune de Kassavubu, a créé une bibliothèque et chaque fois qu'il vient ici, donc nous envoyons des livres. Donc nous sommes conscients du fait que c'est par là aussi peut se passer. Pour moi, c'est même d'abord par là. Les développements. Et dernière question, même si elle aurait peut-être dû venir en amont, voire même serait la première question, quel est, selon vous, le rôle des femmes, justement, dans la tragédie congolaise, les femmes congolaises ainsi que des femmes rwandaises? Les femmes congolaises, elles sont diverses et variées. Il y a des... Non, quel est le rôle, je veux dire, politique? Oui, mais dans le rôle politique, il y a, au niveau des femmes congolaises, il y a celles qui sont vaillantes, celles qui vont gérer la famille et qui vont en même temps aller vendre du pain au bout de la rue, qui vont avoir des petits commerces de proximité et qui vont se mobiliser pour faire en sorte que le pays tienne. Donc il y a ces femmes-là. Après, il y a ces femmes aussi qui sont dans le divertissement, qui sont dans la surconsommation de musique, qui vont aller s'éclaircir la peau, qui vont vouloir ressembler à Beyoncé. Donc il y a différents profils au niveau de la femme congolaise. On ne peut pas dire la femme, parce que ça n'existe pas. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a des profils et des forces incroyables chez les hommes et chez les femmes. Il faut juste que le degré d'amour de soi et d'amour de sa patrie soit nettement supérieur au divertissement et nettement supérieur à l'obscurantisme religieux. Une fois qu'on aura dépassé ça, je prends l'exemple des Saoudiens. Les Saoudiens, ils sont à fond dans leur religion, ils sont à fond dans leur foi, mais dans la tête des dignitaires saoudiens, ils ne peuvent pas accepter qu'au niveau de Riyad ou de la Mecque, que les routes ne soient pas en bonne et due forme. Leur fierté ne peut pas accepter ça. Si on arrive à ce niveau-là, c'est bon, moi je m'arrête. C'est-à-dire que
Tu es un millionnaire congolais, au lieu d'acheter des 4x4, refais la route en bonne et due forme, fais en sorte que les écoles, elles aient des toits qui protègent de la pluie, fais en sorte que les hôpitaux, ils fonctionnent bien. Après, va danser pendant 5 jours, va danser pendant 8 semaines. Mais tu vois, les hiérarchies ne sont pas respectées chez le Congolais. Je parlais du rôle des femmes, ça peut paraître anodin. Néanmoins, historiquement, il n'y a pas de révolution française sans l'action de 4000 femmes qui partent de Paris direction Versailles. Il n'y a pas de révolution russe sans l'action des femmes à Petrograd qui manifestent. Il n'y a pas, à l'inverse, de rétablissement de l'esclavage sans l'influence de Joséphine de Beauharnais dans l'oreille de Napoléon. Donc, ok, il y a les hommes politiques, mais il y a aussi peut-être en coulisses l'influence de façon soit négative donc dans l'égoïsme consumériste ou positif dans précisément la construction des femmes. Est-ce que c'est un sujet qui a attiré votre attention ou pas? Moi, j'ai beaucoup d'espoir sur déjà la diaspora et dans la diaspora sur les femmes congolaises parce que il faut pas le cacher, il y a une éclosion, il y a quelque chose qui s'est libéré. Moi, j'ai quitté la France il y a 10 ans, je suis revenu là il y a 6 mois, je découvre un autre pays. Je vois la femme africaine, la femme congolaise qui est beaucoup plus assumée, plus compétente, plus de force. En fait, c'est peut-être à nous, politiques, dirigeants communautaires, de créer peut-être des centres culturels ou quoi, où la transmission peut se faire à Paris, à Londres, à Bruxelles. Nos propres centres culturels, qu'on laisse les Nganda à côté, on laisse les trucs, on crée un centre culturel. On peut se retrouver, boire un café, parler, faire des débats, ce genre d'émission peut-être dans nos locaux. Il faut arriver à faire ça. Et je pense qu'en faisant ça, on donnera la possibilité à des femmes congolaises de la diaspora d'être comme leurs aïeux. Parce que les femmes congolaises de l'époque de l'Empire, c'est elles qui ont pu remettre l'Empire en état. Elles ont remis l'Empire en état. Donc moi, j'y crois beaucoup et il faut leur laisser la place. Mais cette place-là, il faut qu'elle vienne avec des informations, une formation, des outils de sagesse, d'intellectualisme qui permettront de réussir. Et je pense que c'est peut-être la clé. Parce que moi, ici, pour mon petit témoignage, je fais une petite dédicace, je connais certaines femmes congolaises qui sont extrêmement compétentes et fières de ce qu'elles sont, fières d'être congolaises, et moi, je suis convaincu que c'est par la femme que la renaissance de la fierté peut renaître, ne serait-ce que par la transmission d'une mère à son enfant. Maintenant, pour clôturer, si vous aviez un message à adresser à la jeunesse de la diaspora, ce serait lequel? S'il vous plaît, à tour de rôle, face caméra. Moi, le message que je dirais aux jeunes Congolais de la diaspora, aux jeunes Congolais du pays, il faut qu'on garde l'espoir. Il y a possibilité de faire mieux. Il faut toujours croire que demain, on pourra réussir à être fier, à être heureux et à être bien établi dans notre terre. C'est vous qui êtes l'avenir. C'est nous qui sommes aujourd'hui dans la possibilité de changer les choses. Alors apprenez, documentez-vous, instruisez-vous, mais surtout ne soyez pas dans l'émotion. Soyez dans l'action concrète pour faire évoluer les choses en diaspora comme à l'intérieur. Donc faites de la politique, faites du cinéma, faites tout ce qu'il faut faire, faites du droit, faites de l'entertainment, faites tout. Mais montrez-vous, agissez et c'est ce qui sauvera notre pays. Mais concernant, s'il faut que je m'adresse à la jeunesse congolaise, je rappellerai tout simplement que l'arbre ne s'élève qu'en enfonçant ses racines dans la terre nourricière. Et je leur dirais, parlerai par la phrase de Rochero Taboulei dans Congo Avenir qui dit Congo, Bana Bazali Koyego Lalobi Barosalisayo. C'est-à-dire Congo, tes enfants sont en train d'apprendre, d'étudier et demain ils te sauveront. C'est ce que je souhaite à mon âge. Apprendre et étudier. Oui, avant de parler de la jeunesse, permettez-moi de parler aussi un peu des femmes parce que quand je pense aux femmes congolaises, le mot résilience fait tilt dans ma conscience parce que tout simplement, ce sont des femmes qui ont beaucoup souffert du conflit parce que le viol a été utilisé comme arme de guerre et aujourd'hui, ces femmes sont encore là, debout, hein, en train d'éduquer leurs enfants. Et d'autres femmes aussi ont créé des ONG pour accompagner ces femmes victimes de ces viols. Donc, moi, je leur dis bravo à ces femmes-là. Voilà. Pour la jeunesse de la diaspora, soyez fiers d'être congolais, soyez unis, mais aussi soyez généreux pour partager avec ceux qui sont restés au pays. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, quand on est ici, on acquiert beaucoup d'expérience, on acquiert aussi beaucoup
de compétences, de la richesse, etc. Et il faut partager avec les autres. Voilà. Merci. Qu'est-ce que je dirais à la jeunesse? Armez-vous de science jusqu'aux dents, comme le disait Cheikh Anta Diop. Mettez la hiérarchie dans vos existences. C'est-à-dire, le divertissement, c'est bien, mais ça ne peut pas être tout. Les beaux vêtements, c'est bien, ça ne peut pas être tout. Ne soyez pas des caricatures, soyez nuancés, soyez complexes, maîtrisez votre histoire, comme vous maîtrisez vos pas de danse. Connaissez les différentes ethnies, connaissez les différentes langues et la richesse qui compose ce magnifique pays qui est le Congo. Intéressez-vous à l'histoire de vos parents, de vos aïeux. Allez vous recueillir sur les différents points d'histoire de vos pays. Allez régulièrement à la source et ne vous contentez pas de porter un maillot en étant fier d'être congolais parce que ça c'est le minimum syndical et n'importe quel abruti peut le faire. Donc soyez forts et puissants. Merci. Alors à mon petit niveau, je commencerai par dire que je n'aurais pas été camerounais, que j'aurais aimé être congolais. En tant qu'ambassadeur de l'Afro-Noblesse, en tant que Congolais, vous êtes dépositaire d'un héritage noble, incroyable. Le royaume Congo, ce n'est pas n'importe quel royaume. C'est le premier royaume qui, à l'échelle de l'humanité, a offert aux yeux du reste du monde un visage noble. Léon Frobenius avait écrit cette phrase. Il a évoqué Mbeko tout à l'heure, civilisé jusqu'à la moelle des os. Donc c'était la démonstration d'une noblesse indépendante du reste du monde. Et vous êtes les garants, vous êtes les héritiers de cette noblesse. Maintenant, il faut partir de la réalité actuelle, qui veut que le monde appartient à la science, le monde appartient à la connaissance. Les maîtres du logos rendent esclaves ceux qui sont esclaves de leur pathos. Tant que vous resterez dans le pathos, dans l'émotion, vous serez dominé, pas à cause de votre couleur de peau, ni à cause de votre religion, mais à cause de votre non-maîtrise de votre logos. Donc moi, mon message restera perpétuellement le même. Prenez le pouvoir sur votre logos et réveillez la noblesse qui est en vous. Aimez danser, aimez vous amuser, mais après vous êtes retroussé les manches en lisant, en étudiant, en transmettant et évidemment en faisant honneur au vôtre, noblesse oblige. Les funérailles des tabous, comme vous le voyez, on aborde les sujets qui ne manquent pas, qui font l'actualité et qui surtout doivent nous éveiller à aller de l'avant, à aller vers cette renaissance par l'excellence que nous appelons de nos voeux. Mais jamais tout seul. Et pour cause, tout seul, on va vite. Très bien. Mais c'est ensemble que l'on va loin. Et c'est par-dessus tout, ensemble, autour d'une table, comme on en a fait la démonstration aujourd'hui, que l'on va loin et haut, au-dessus de nos émotions, au-dessus de notre impulsivité, là où nous attend notre accomplissement collectif. C'est les funérailles des tabous. C'est votre émission. Likez, partagez, commentez de manière constructive et surtout, abonnez-vous. À très bientôt. Au nom de toute l'équipe des Funérailles du Tabou, je vous remercie d'avoir suivi attentivement cet épisode en espérant qu'il aura mis du grain à moudre au moulin de votre réflexion. Comme vous le savez, notre communauté fait face à un certain nombre de défis, aux allures de déficit. Nous pâtissons, ayons le courage de le dire, d'un déficit entrepreneurial. Nous sommes plus des consommateurs que des acteurs économiques. Où sont nos entreprises dignes de ce nom? On se rend à Château-Rouge, à Château-d'Eau, on s'aperçoit que les magasins qui vendent nos produits ne sont pas vendus par nous-mêmes, mais par d'autres. Et s'agissant du terrain organisationnel, c'est un secret de polichinelle. Nous ne sommes pas encore au rendez-vous de l'excellence en la matière. Ou même encore, déficit d'ordre culturel. Où sont nos journalistes, nos historiens de nouvelle génération qui peuvent transmettre le sens de la dignité aux prochaines générations? Qu'est-ce que ça donne comme conséquence? Ça donne une communauté parfois enchaînée ad vitam aeternam au HLM, à l'assistanat. Pire, psychologiquement enfoncée dans une forme de victimisation. Et il se trouve, et Dieu merci, que notre communauté regorge de personnalités ici ou là qui ont une expertise à faire valoir et à mettre au service des nôtres afin de tordre ce déficit et d'engager cette renaissance par l'excellence. Si vous voulez être des acteurs du changement, de votre vie, quand on sait que ce n'est pas l'union qui fait la force, c'est l'union des forts qui fait la force de l'union. Si vous voulez être fort, eh bien, nous avons concocté des vidéos. Mais ce ne sont pas des vidéos de divertissement, ce sont des vidéos qui vous donneront des clés pour vous permettre de faire face à ces défis. Des clés sur le terrain entrepreneurial. Comment réussir
à tenir le coup et à avancer avec succès sur ce terrain-là. Des clés sur le terrain culturel. Comment réussir à maîtriser votre logos, à bien vous exprimer, à mettre en avant sur des terrains intellectuels. Des clés d'ordre organisationnel. Comment parvenir à être structuré efficacement et à répondre aux défis que cela impose. Eh bien, c'est simple. Il vous suffit de cliquer dans la barre de description où vous y attendent des vidéos 100% gratuites. Mais gardez bien en tête que gratuité ne rime pas avec médiocrité. Bien au contraire. Mais la vraie question que vous devez vous poser, c'est êtes-vous prêt à devenir les acteurs de votre destin et non plus simplement les spectateurs? Je vous laisse la réponse.